Un jeune garçon effrayé est sorti en courant en criant vers un éboueur, désespérant en désignant sa maison. Quelques minutes plus tard, des voitures de police ont envahi le quartier, bloquant toute la rue. Ce que l'enfant terrifié a révélé à l'éboueur transformerait un simple ramassage d'ordures en quelque chose de bien plus sombre, révélant un cauchemar caché qui couvait derrière des portes closes au cœur d'un quartier américain calme. Joe Harris travaillait sur le même réseau d'assainissement à Maplewood, dans le New Jersey, depuis plus d'une décennie. Tous les mardis et vendredis, sans faute, il faisait rouler son camion poubelle fourni par la ville dans les rues sinueuses de la banlieue juste après 8 heures du matin. Beau temps, mauvais temps, il connaissait chaque fissure du trottoir, chaque chien de la famille qui aboyait au bruit de son moteur et presque chaque maison de Sycamore Lane par la couleur de ses volets. Joe n'était pas seulement un éboueur, du moins pas à ses yeux. Il faisait partie du rythme de la communauté, se présentant comme sur des roulettes, faisant un signe de tête ou un signe de la main au lève-tôt, rendant les ballons de football aux enfants lorsqu'ils roulaient dans la rue. Il voyait des choses calmes, des changements dans la routine, les schémas que les gens essayaient de cacher. Trash racontait des histoires et Joe avait appris à les lire sans jugement. Ce matin-là, il faisait plus froid que d'habitude, avec un vent mordant qui bruissait dans les boîtes aux lettres et soufflait les canettes à moitié vides sur le trottoir. Le partenaire de Joe, Raoul, s'était déclaré malade à cause de la grippe, il travaillait donc seul dans le camion. Cela rendait le trajet plus lent, mais la solitude ne dérangeait pas Joe. En fait, il y avait quelque chose de paisible dans le bourdonnement du moteur et le cliquetis fiable des poubelles métalliques. Il avait déjà 30 minutes de retard lorsqu'il s'est arrêté devant la maison 213, une maison coloniale blanche avec des bordures vertes au bout de Sycamore. Il connaissait bien la maison. Il appartenait à Stephanie Daniels, une mère célibataire qui travaillait de longues journées à l'hôpital Saint-Joseph, et à son fils tranquille de 9 ans, Ellie. Joe avait vu le garçon grandir, passant d'un bambin potelé qui aimait saluer le camion à un enfant dégingandé qui souriait rarement. Alors que Joe soulevait la poubelle du trottoir, il entendit la porte d'entrée s'ouvrir grincer. Il leva les yeux avec désinvolture, s'attendant à voir Stéphanie se rendre au travail ou peut-être Ellie attendre le bus scolaire. Mais au lieu de cela, il vit quelque chose qui le figea en plein mouvement. Ellie s'est précipitée vers la porte en chaussettes, sans manteau, sans sac à dos, juste un sweat à capuche rouge et de la terreur dans les yeux. Ses joues étaient rouges, sillonnées de larmes. Il ne courait pas vers le bus. Il courait pour sauver sa vie. Avant que Joe ne puisse réagir, le garçon l'avait atteint et se jeta dans les bras de Joe, agrippant la jambe de son pantalon comme un noyé attrapant du bois flotté. « S'il te plaît, » sanglota Ellie. « Ne le laissez pas l'emmener. »« S'il vous plaît, monsieur Joe, il fait du mal à ma mère. » Joe s'agenouilla aussitôt, la poubelle oubliée. « Et, Ellie. »« Qui lui fait du mal ?» Le garçon désigna la maison en tremblant violemment. « Todd, il est revenu hier soir. Maman a dit qu'il était encore ivre. Il l'a frappé ce matin. Il a verrouillé la porte. Elle a crié et m'a dit de courir. » Le souffle de Joe se coupa. Il connaissait ce nom, Todd Mercer. Il l'avait vu 1 ou 2 fois. Toujours dans un costume trop beau pour le quartier, toujours avec l'air de se croire meilleur que le quartier. Joe avait remarqué les bleus sur Stéphanie il y a quelques mois, alors qu'elle était sortie en retard pour la poubelle, marmonnant quelque chose à propos d'avoir trébuché sur le porche. Il l'avait cru. Ou peut-être qu'il avait choisi de ne pas insister. Mais maintenant, il était impossible de le nier. La panique dans la voix d'Ellie traversa le froid comme une sirène. Joe a sorti son téléphone et a composé le 911. « Voici Joe Harris. Je suis au 213 Sycamore Lane. Un enfant qui pleure au hasard. Il dit que sa mère est attaquée à l'intérieur de la maison. C'est urgent. » La voix du répartiteur était calme et concentrée, le guidant à travers les questions. Joe leur donna tout ce qu'il pouvait, les noms, l'adresse, ce qu'Ellie lui avait dit pendant que le garçon s'accrochait à son bras, tremblant comme une feuille. Au moment où Joe a mis fin à l'appel, le hurlement lointain des sirènes s'élevait déjà au loin. « Ellie, tu as fait la bonne chose, gamin, » murmura Joe. « Tu es en sécurité maintenant, et nous allons nous assurer que ta maman l'est aussi. » Le garçon ne répondit pas. Il hocha simplement la tête, s'essuyant le visage avec la manche de son sweat à capuche, les yeux rivés sur la maison où il avait laissé son monde derrière lui. En 5 minutes, le rythme paisible de Sycamore Lane s'est brisé. Des lumières rouges et bleues dansaient sur les arbres dénudés alors que les voitures de patrouille arrivaient des 2 côtés du pâté de maison. Les voisins regardaient à travers les rideaux.
Quelques-uns sont même sortis sur leur pelouse avec des tasses de café à la main, le visage tendu par l'inquiétude. Une femme en uniforme de la marine, le sergent Monroe, est sortie du véhicule de tête. Elle était au début de la cinquantaine, des fils d'argent zébraient ses cheveux noirs, son expression nette et pragmatique. Elle s'agenouilla à côté d'Ellie. « Je suis le sergent Monroe, chérie. Pouvez-vous me dire qui est à l'intérieur de la maison ?» Ellie renifla. « Todd Mersey, le petit ami de ma mère. Il boit beaucoup. Il lui fait du mal quand il est en colère. » Monroe hocha la tête et se leva rapidement, parlant dans son micro d'épaule. Les officiers se déplaçaient en formation, l'un se glissant par l'arrière, d'autres s'approchant prudemment du front. Joe se tenait à côté d'Ellie, se sentant impuissant. Ses mains étaient serrées à ses côtés. C'était juste un éboueur. Ce n'était pas son travail. Mais il ne pouvait toujours pas s'en aller. Puis vint le son. Le cri d'une femme. Fort, aigu et désespéré, suivi du fracas indubitable de quelque chose de lourd ou du verre ou des meubles heurtant le sol. Monroe leva la main. « Allez !» Les officiers se sont précipités en avant. La porte a été ouverte de force. À l'intérieur, le chaos a éclaté au des cris, du mouvement, encore des cris. Joe tenait Ellie contre lui pendant que le garçon se bouchait les oreilles. Et puis, le soulagement. Deux officiers sont apparus pour soutenir Stephanie Daniels. Sa lèvre était fendue, son œil déjà gonflé. Son pull pendait sur une épaule, déchiré. Son poignet était plié selon un angle étrange. Elle avait l'air brisée, mais vivante. Juste derrière elle, les agents ont traîné Todd Mersey menotté, le visage tordu par le défi. « Elle ment », a-t-il crié à personne en particulier. Elle invente toujours des histoires. Vous ne savez pas ce qui s'est réellement passé. Joe ne bougea pas, mais dans son esprit, il murmura « Nous le faisons maintenant ». Les cris de Todd Mersey résonnaient dans Sycamore Lane, mais personne n'écoutait plus. Sa chemise de ville coûteuse n'était pas rentrée, son visage était rouge et sa bravade s'effondrait à chaque seconde qui passait. Deux officiers le flanquaient, la poigne ferme, alors qu'ils le conduisaient vers le véhicule de patrouille. Stephanie se tenait debout, le visage enflé, des bleus fleurissant le long de sa mâchoire comme des pétales sombres. Son poignet droit semblait cassé, gravement enflé sous la manche de son pull. Ellie courut vers elle, enfouissant son visage dans son ventre alors qu'elle grimaçait au contact mais enroula instinctivement son bras gauche autour de lui. Joe se tenait à proximité, ne sachant pas si sa présence était la bienvenue, mais incapable de s'éloigner. Stephanie le regardait d'un bon œil. « Tu es resté » murmura-t-elle. Joe hocha la tête, la voix grave. « Je n'allais pas vous quitter tous les deux. » Les agents ont rapidement appelé les ambulanciers. L'un d'entre eux est arrivé quelques minutes plus tard et a commencé à s'occuper de Stephanie sur le porche, examinant attentivement son poignet et son œil, lui demandant si elle avait perdu connaissance. Répondit-elle doucement, regardant toujours Ellie comme pour s'assurer qu'il était toujours là. Le sergent Monroe s'est approché de Joe et en a sorti un petit bloc-notes. « Nous aurons besoin d'une déclaration de votre part, monsieur Harris. Ce que vous avez vu, ce que le garçon vous a dit, tout ce qui est pertinent. » Joe hocha la tête et raconta tout, Ellie en courant, l'appel à l'aide, l'appel au 911. Lorsque Monroe lui demanda s'il connaissait la famille, Joe ajouta gentiment « Je suis sur cette route depuis plus de 10 ans. Je vois ces gens plus que mon propre frère. Je ne sais peut-être pas ce qui se passe à huis clos, mais je savais que quelque chose n'allait pas aujourd'hui. Je l'ai confirmé. » Le sergent fit un petit signe de tête en signe de respect. « Vous avez fait la bonne chose. Beaucoup de gens ne l'auraient pas fait. » Un deuxième officier s'est approché. « Madame, le garçon a parlé d'un grand-parent à proximité. Il dit qu'ils sont revenus de là ce matin. » Monroe se tourna vers Stephanie. « Est-ce vrai? Ta mère? Où est-elle? » Stephanie leva les yeux écarquillés. Elle est à seulement 4 pâtés de maison sur Chestnut Avenue. Nous sommes partis de là vers 7 heures ce matin. C'est elle qui m'a aidé à cacher nos passeports. Le front de Joe se plissa. Passeport? La voix de Stephanie tremblait. Todd envisageait de faire sortir Ellie du pays. Il a dit qu'il avait un contact professionnel à Dubaï. Je lui ai dit non, que je ne le laisserais pas emmener mon fils. C'est à ce moment-là qu'il a craqué. Il a recommencé à boire. C'est pourquoi nous sommes allés chez ma mère pour cacher les documents et gagner du temps.
Le visage de Monroe se durcit. Est-il possible qu'il se rende chez ta mère maintenant? Oui, dit Stéphanie, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Il en a crié plus tôt, il a dit qu'il l'arracherait de ses mains ridées si elle ne les lui rendait pas. Monroe se tourna instantanément vers sa radio. En quelques secondes, des agents ont été envoyés vers Chestnut Avenue. La rue, autrefois remplie de voisins regardant à travers les rideaux, était devenue immobile. Le bourdonnement d'un hélicoptère au loin ajoutait un ton surréaliste à la matinée. Ellie n'avait pas quitté le côté de sa mère. Lorsque les ambulanciers ont aidé Stéphanie à monter dans l'ambulance, le garçon avait l'air paniqué. Joe s'accroupit à côté de lui. Ils vont juste l'aider, mon pote. Tu la reverras bientôt. La lèvre d'Ellie trembla. Puis-je l'accompagner? Nous suivrons derrière, proposa doucement Monroe. Ta mère a d'abord besoin d'un traitement, ensuite tu pourras être avec elle au poste. Tandis que Joe aidait Ellie à s'asseoir sur la banquette arrière de la voiture de patrouille, il attrapa la main du garçon dans la sienne. Tu es l'enfant le plus courageux que j'ai jamais rencontré, a-t-il déclaré. Tu as fait la chose la plus difficile qu'un enfant puisse faire aujourd'hui, et tu l'as sauvé. Ellie ne répondit pas, mais la prise sur la main de Joe se resserra légèrement. Le convoi de voitures de police et d'une ambulance s'est dirigé vers la ville. Joe retourna à son camion, son itinéraire à moitié terminé, son uniforme taché de sel et de larmes. Il monta dans la cabine et resta assis un long moment, les mains sur le volant, l'esprit tournoyé. Alors qu'il s'apprêtait à s'éloigner, son téléphone sonna. C'était un message de son répartiteur. Nous avons eu quelques appels manqués de Sycamore et Jefferson. Ça va là-bas? Joe regarda le message, puis la rue dans son rétroviseur, désormais jonchée d'empreintes de chaussures, de verres brisés et du fantôme de ce qui s'était passé. Il répondit rapidement, pour aider avec un appel national. Nous terminerons les ramassages dès que possible. Il sera peut-être en retard. Pas de réponse. Il posa le téléphone et démarra le moteur. 1 heure s'est écoulée avant qu'il n'arrive au commissariat. Il a garé son camion sur le parking arrière, à côté d'une rangée de véhicules mis en fourrière. En sortant, il remarqua la Lexus bleu foncé garée près de l'entrée. La voiture de Todd Mercer, reconnaissable au pare-choc cabossé que Joe avait déjà vu une fois. À l'intérieur, la gare bourdonnait d'une urgence silencieuse. Les agents entraient et sortaient des pièces. Les téléphones sonnèrent. Les voix montaient et descendaient. Joe a été guidé vers une salle d'interrogatoire où un détective s'est présenté comme étant le détective Raymond Kesley, un homme d'âge moyen aux yeux fatigués et à la voix calme. Joe a répété son histoire à nouveau, cette fois enregistrée, chaque détail depuis le moment où Ellie est apparue jusqu'à l'arrivée de la police. Kesley prit soigneusement des notes, hochant la tête de temps en temps. Nous pensons que M. Mercer avait des relations à l'étranger, a déclaré le détective. Il y avait des billets électroniques sur son ordinateur portable. Il essayait de quitter le pays avec le garçon la semaine prochaine. Joe expira lentement. Si ce gamin n'était pas sorti ce matin. Kesley hocha la tête. Vous leur avez probablement sauvé la vie à tous les deux. Vous avez bien fait, monsieur Harris. Dans la salle d'attente, Joe a vu Stéphanie assise sur un banc, le poignet enveloppé, un bandage sous l'œil, un manteau chaud drapé sur ses épaules. Ellie était assis à côté d'elle, la tête appuyée sur son bras valide. Joe s'approcha doucement. Stéphanie leva les yeux. Encore toi, dit-elle, sa voix rauque mais plus chaleureuse maintenant. Joe se frotta la nuque. Je voulais juste m'assurer que vous alliez bien. Je vais me débarrasser de vos cheveux après ça. Elle secoua la tête. Les chiffres restent. Ellie leva les yeux et réussit à esquisser un léger sourire. Vas-tu être notre éboueur pour toujours? Joe rit. C'est le plan, gamin. À moins que tu me vires. Stéphanie éclata de rire, d'un rire sincère et chaleureux, et pour la première fois, Joe la vit sourire. Tu étais en retard aujourd'hui, dit-elle soudainement. Tu n'es jamais en retard. Joe hocha la tête. Ouais, mon partenaire s'est porté malade. J'ai dû prendre un autre camion. Cela m'a ralenti. Son sourire s'effaça un peu, mais ses yeux restèrent fixés sur les siens. Peut-être que tu étais censé être en retard. Joe était assis à côté d'eux, sa grande silhouette occupant la majeure partie de l'espace restant sur le banc. Pendant quelques minutes, personne ne parla. Les bruits de la station se sont estompés en arrière-plan. Il n'y avait que trois, Ellie s'accrochant à la chaleur,
Stéphanie guérissant doucement et Joe assis avec le poids de ce qui avait failli se produire qui pesait toujours sur lui. Le retour du commissariat de police n'était pas quelque chose à quoi aucun d'entre eux ne s'attendait. Ce n'était pas à l'arrière d'une voiture de police ni avec une escorte officielle, mais dans le camion poubelle de Joe. Après avoir fait leur déclaration et terminé les formalités administratives, Stéphanie s'est assise avec sa mère, qui avait été récupérée en toute sécurité chez elle par les agents dépêchés plus tôt. Le danger était passé, mais le traumatisme restait dans l'air comme un brouillard. Lorsque la suggestion a été formulée sur la manière de les ramener à la maison de Sycamore Lane, aucun taxi n'attendait, aucune camionnette familiale n'était laissée intacte. Stéphanie n'avait pratiquement aucun objet avec elle, pas de sac à main, pas de clé de maison, juste le manteau de l'hôpital et son fils lui tenant la main. Joe s'avança et proposa doucement, « Je pourrais te ramener chez toi dans le camion si l'odeur ne te dérange pas. » Il sourit maladroitement, s'attendant à ce qu'il refuse, mais Stéphanie le surprit en hochant la tête. « Honnêtement, après aujourd'hui, je me fiche de l'odeur. Je veux juste rentrer à la maison. » Ellie sourit, une lueur d'excitation enfantine pétillant dans ses yeux pour la première fois de la journée. « Tu veux dire qu'on peut monter devant ?» Joe ouvrit la porte. « À vous les sièges avant, partenaire. » Ils montèrent dans le taxi, Stéphanie assise entre Joe et son fils, tandis que sa mère, Monsieur Evelyn Daniels, prenait le siège d'appoint rabattable derrière eux. C'était exigu et sentait légèrement le liquide hydraulique, les vieilles pots de banane et les rues de la ville. Mais pour eux, c'était comme un sanctuaire. Lorsque Joe démarra le moteur, le grondement du camion prit vie stable et fiable. Ils quittèrent le parking de la gare alors que le soleil commençait à baisser derrière les bâtiments, projetant une teinte dorée sur Maplewood. Dans la cabine, Ellie a bombardé Joe de questions, à quelle vitesse le compacteur fonctionnait, quelle était la chose la plus lourde qu'il ait jamais dû soulever, s'il avait déjà trouvé quelque chose de bizarre. Joe répondit patiemment, sa voix grave pleine d'humour sec. Une fois, j'ai trouvé une robe de mariée dans la poubelle avec l'étiquette toujours dessus. Aucune idée de ce qui s'est passé là-bas, mais j'espère que le marié a couru plus vite que moi. Stéphanie est restée assise tranquillement pendant la majeure partie du trajet, sa tête doucement appuyée contre la vitre du passager, son corps clairement endolori, mais son visage s'est détendu pour la première fois. Elle ne disait pas grand-chose, mais son silence était désormais différent, moins réservé, plus reposant. Evelyn regardait sa fille depuis le siège derrière, les lèvres serrées dans un mélange de chagrin et de gratitude. De temps en temps, elle jetait un coup d'œil à Joe, l'étudiant comme s'il était une pièce du puzzle à laquelle elle ne s'attendait pas. Lorsqu'ils s'arrêtèrent sur Sycamore Lane, la rue était à nouveau calme, comme ce matin-là. Les vitres brisées avaient été emportées et la voiture qui bloquait autrefois le coin avait disparu. Pourtant, les échos de ce qui s'y était passé persistaient dans l'air. Alors que le camion poubelle s'arrêtait devant la maison 213, Joe descendit et leur ouvrit la porte. Ellie sauta le premier, suivi d'Evelyn, puis de Stéphanie au plus lentement maintenant, prudent à chaque pas. Joe lui tendit la main alors qu'elle descendait. Elle le prit sans hésitation, ses doigts s'enroulant autour des siens, sa poigne plus forte que prévu. Lorsque ses pieds touchèrent le sol, elle ne lâcha pas immédiatement. « Tu sais, dit-elle d'une voix douce, les gens passent tout le temps devant cette maison, tondent leur pelouse, promènent leurs chiens. Je leur ai souri, leur ai fait signe comme si de rien n'était, mais toi, tu t'es arrêté. » La voix de Joe resta coincée dans sa gorge. Il n'était pas habitué aux éloges, surtout pas à ceux qui venaient de lieux de douleur. Il baissa les yeux sur ses bottes, puis remonta. « Je ne me suis pas arrêté parce que je savais quoi faire. J'ai arrêté parce que je ne savais pas comment m'en sortir. » Ils entrèrent ensemble dans la maison. La porte d'entrée avait été provisoirement réparée à l'aide d'une planche et d'un loquet, et du ruban adhésif de police pendait toujours librement sur le cadre. À l'intérieur, le salon avait été rangé, mais les dégâts étaient évidents, des fissures dans le mur, une lampe cassée, du sang séché près du bord du canapé. Stéphanie s'arrêta sur le seuil, les épaules tendues. Evelyn posa une main sur son dos. « Je vais préparer du thé, » dit-elle, guidant sa fille pour qu'elle s'assoie pendant qu'elle disparaissait dans la cuisine. Joe s'attarda à la porte, ne sachant pas s'il devait rester ou partir. Ellie tira sur sa manche. « Tu entres ?» Joe regarda vers Stéphanie. Elle fit un petit signe de tête, alors il entra lentement, presque avec révérence, comme s'il entrait dans un lieu sacré. Il s'assit sur la coudoir d'une chaise près de la fenêtre, observant tranquillement la pièce. Une photo gisait sur le sol, Stéphanie, Ellie et Todd souriant sur une plage bien avant que les choses ne tournent mal. Joe le ramassa,
l'épousseta et le posa face cachée sur la table d'appoint. Stéphanie a vu et a de nouveau hoché la tête, reconnaissante. Evelyne revint avec 4 tasses, les posant doucement sur la table. L'odeur de camomille flottait dans l'air, réconfortante dans sa simplicité. Ils burent en silence pendant un moment avant que Stéphanie ne reprenne la parole. Ils gardent Todd toute la nuit. Ils traiteront les accusations demain. Agression domestique, mise en danger d'enfants, tentative d'enlèvement. Ils ajoutent la conduite en état d'ébriété plus qu'il a essayé de partir ivre avec moi dans la voiture. Joe ne dit rien, mais sa main serra plus fort la tasse. Pensez-vous qu'il ira réellement en prison? Demanda Ellie, la voix hésitante, presque effrayée par la réponse. Stéphanie expira. Il a de l'argent. Il a des avocats. Mais j'ai quelque chose que je n'avais pas avant. Elle tendit la main et passa un bras autour d'Ellie. J'ai des gens qui ont vu, des gens qui ont écouté. Ses yeux se tournèrent vers Joe. Et ça compte maintenant. Le soleil baissait, peignant les murs d'ambre et de cuivre. Ellie bâilla. Evelyne lui a suggéré d'aller s'allonger. Après un regard réticent vers Joe, il finit par céder. Stéphanie se leva et accompagna Joe jusqu'à la porte. Dehors, l'air était pur et calme, le monde vaquait à ses routines du soir comme si de rien n'était. Elle s'appuya contre le chambranle de la porte, les bras croisés, les bleus sur son visage s'assombrissant déjà. « Vous connaissez le dernier homme qui se tenait à cet endroit » dit-elle. « Il a dit qu'il me détruirait si jamais je l'embarrassais. » Les sourcils de Joe se haussèrent. « Et me voilà, éboueur devant votre porte. Que diraient les voisins ?» Stéphanie sourit, une lueur ironique dans les yeux. « Laissez-les dire ce qu'ils veulent. Vous avez ramassé plus que des déchets aujourd'hui, Joe. Vous avez ramassé des morceaux d'une famille brisée. » Il rit, puis se tut. « Ça va aller ?» Elle hocha la tête, non pas comme une réponse automatique, mais lentement, avec certitude. « Oui, nous guérirons. Pas du jour au lendemain, mais nous le ferons. Et toi? Et ton travail? » Joe haussa les épaules. « Les répartiteurs attendent toujours mon rapport. Je pourrais recevoir un message, peut-être pire, mais je referai le même appel. » Stéphanie le regarda un long moment, puis s'avança et lui fit un câlin doux, prudent, mais réel. « Tu as déjà envie de revenir, murmura-t-elle. Vous n'avez pas besoin d'attendre le jour des poubelles. » Joe sourit alors qu'il retournait à son camion, montant à bord juste au moment où les réverbères s'allumaient. Alors qu'il s'éloignait, les poubelles vides claquaient doucement à l'arrière. Mais son cœur était plein ce jour-là. Il n'avait pas seulement ramassé les ordures. Il avait rassemblé du courage, de la vérité et quelque chose de plus profond, une sorte d'héroïsme discret qui ne portait pas d'insigne et n'exigeait pas d'attention. Juste un homme qui fait son travail et s'arrête quand cela compte.